Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Momo Eza et on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet controversé d'actualité, les stéroïdes et tous les mystères qui l'entourent. Tout d'abord, je tiens à dire que nous allons utiliser une approche holistique, c'est-à-dire que nous allons prendre l'objet d'étude dans sa globalité. Pour illustrer mon propos, je vous donne l'exemple des 6 aveugles et de l'éléphant. En gros, c'était 6 aveugles qui touchaient un éléphant. Chacun a apporté une description sans pour autant pouvoir définir ce que c'était. Mais le fait d'avoir articulé les différentes descriptions, cela a permis de se rapprocher de la vérité qui est l'éléphant. Et aujourd'hui, notre éléphant, ce sont les stéroïdes. Donc nous allons utiliser différentes données scientifiques, différents points de vue, différentes réflexions pour pouvoir apporter une étude des plus complètes à ce sujet. C'est parti! Pourquoi consommer des stéroïdes? Selon l'étude publiée en 2018 par Lisa Chaba et son équipe, 41,7% des hommes de plus de 15 ans et 55,8% des femmes de plus de 15 ans désiraient apporter des changements à leur physique. Pourquoi? À cause de plusieurs facteurs socio-culturels. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, l'idéal masculin est un homme musclé et sec et l'idéal féminin est une femme avec une taille fine et des courbes généreuses. Au sein de notre société, il existe deux types de personnes. Les athlètes de haut niveau d'un côté et les personnes lambda de l'autre. Nous allons tout d'abord commencer par les athlètes de haut niveau. Pourquoi ont-ils recours aux produits dopants? Un athlète de haut niveau représente un pays. De ce fait, il a le poids de tout son peuple sur ses épaules. De plus, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Des enjeux politiques, la concurrence entre pays, des enjeux économiques. Il y a des millions, voire des milliards de dollars en jeu. L'objectif d'une fédération sportive est d'être rentable. Pour ce faire, il faut avoir la cote d'écoute la plus haute possible. Comment s'y prendre? Il faut montrer du spectacle. Il faut un nouveau record de la personne qui court le plus vite, un nouveau record de la personne qui soulève le plus lourd, un nouveau record du bodybuilder le plus musclé, le plus sec possible. Nous venons de voir les athlètes de haut niveau, passons maintenant au reste de la population. Selon l'étude de Parkinson et Evans réalisée en 2006, 78,4% des personnes ayant recours aux produits dopants n'étaient pas des athlètes de haut niveau. De plus, l'étude nous informe que 79,4% des produits dopants utilisés étaient des stéroïdes anabolisants et que parmi ce ratio, 57,6% étaient du décadurabolin et que 52% étaient de la testostérone. La question qui se pose, c'est pourquoi des hommes et des femmes décideraient d'utiliser des produits dopants. À l'ère des réseaux sociaux, le corps de l'homme et de la femme sont de plus en plus mis à l'avant, que ce soit à travers des athlètes ou à travers des influenceurs. Et afin de ressembler à leur athlète ou influenceur préféré, les personnes ont recours aux produits dopants. Car aujourd'hui, en 2021, les gens se sont rendus compte que certains physiques ne sont pas atteignables naturellement. Cependant, les consommateurs de produits dopants sont tombés dans le piège de la consommation excessive de stéroïdes tout au long de l'année. En fait, ils regardent les réseaux sociaux de leur athlète ou influenceur préféré et se disent que pour arborer un tel physique, il faut qu'ils consomment des stéroïdes tout au long de l'année. Grave erreur. Prenons à titre d'exemple les bodybuilders. Lorsque ces individus sont en off-season, ils réduisent leur consommation de stéroïdes. Voire, ils coupent carrément l'utilisation de stéroïdes et utilisent une PCT. En français, c'est une thérapie post-cycle. Cette thérapie permet de redémarrer la production naturelle de testostérone à titre d'exemple pour pouvoir rééquilibrer l'axe HPTA. De plus, lorsqu'ils se rapprochent d'une compétition, ils reprennent une cure de stéroïdes et c'est à ce moment-là qu'ils font plusieurs photoshoots. Ces photoshoots leur permettent d'avoir plusieurs photos qui vont diffuser tout au long de l'année. C'est pour ça que nous avons une impression que ces athlètes sont tout le temps à leur meilleure forme physique tout au long de l'année. La prochaine question à laquelle nous allons répondre, c'est pourquoi les produits dopants sont illégaux. De plus, comment les consommateurs font pour s'en procurer? Pour répondre à ces questions, nous allons faire un historique d'utilisation de ces produits qui sont tant controversés. La très grande majorité des produits dopants furent utilisés par des grandes compagnies pharmaceutiques afin de traiter des personnes atteintes de certaines pathologies. À titre d'exemple, la nandrolone était utilisée pour soigner les personnes atteintes de malnutrition avancée. Un produit comme la Navarre fut utilisé pour traiter l'anémie à titre d'exemple. Alors pourquoi ces produits sont devenus illégaux?
En fait, les grandes compagnies pharmaceutiques ont remarqué que ces produits apportaient plus d'effets négatifs que d'effets positifs. De ce fait, ils ont cessé carrément la production de ces produits. Alors comment se fait-il que ces produits sont en circulation en ce moment? En fait, ce sont des labos clandestins qui ont repris le flambeau. 6 mois plus tard, on est revenu pour finir la vidéo. Donc comme ce qu'on disait, les labos clandestins ont repris le flambeau des compagnies pharmaceutiques pour la création de stéroïdes. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle de la qualité, aucune homologation faite par Santé Canada et de ce fait, les produits que vous retrouvez sur Internet ne sont pas les vrais produits qui ont été conçus par les compagnies pharmaceutiques. Alors pourquoi un produit non homologué est dangereux? Prenons l'exemple d'un médicament créé par une grande compagnie pharmaceutique. Pour qu'elle arrive à notre tablette, déjà il y a une chaîne logistique à respecter. Que ce soit l'obtention de la matière première, vers la transformation dans une usine, vers le contrôle de la qualité et par la suite ça retrouve sur nos tablettes. Le problème avec un produit réalisé par un labo clandestin, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des ingrédients qui sont peut-être interdits sur le territoire canadien ou sinon d'autres ingrédients qui ne sont pas mentionnés dans l'étiquette et qui peuvent être dangereux pour notre santé. Donc, quoi qu'il arrive, un produit non homologué est dangereux et c'est pour cette raison qu'il est illégal. Ces produits non homologués peuvent causer des accidents vasculaires cérébraux ou sinon aussi des lésions du foie. À titre d'exemple, le jeune André, 19 ans, est mort car son aorte thoracique a explosé. Pourquoi ça a explosé? Parce que son cœur avait doublé de volume dû à l'usage des produits dopants. Sinon, il y avait un autre jeune qui est mort à cause du DNP. Un DNP, c'est un produit dopant qui de base a été utilisé comme ingrédient pour les explosifs. Il a été détourné par les bodybuilders et utilisé comme produit pour sécher. Malheureusement, comme on peut le voir, ça peut causer la mort. Avec tout ce que l'on vient de voir, comment font les athlètes professionnels? C'est simple, les athlètes professionnels sont suivis par les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes en utilisant les meilleurs produits. L'intervention d'autant de spécialistes et de produits de grande qualité fait en sorte que tout le processus coûte extrêmement cher. À titre d'exemple, prenons l'Olympia 2017. Phil Heath, le vainqueur de la compétition, est sorti avec un chèque de 400 000 $. Le 10e au classement, Cedric McMillan, est sorti avec un chèque de 16 000 $. Prenons à titre d'exemple le prix qui est donné au 10e du classement, 16 000 $. Si on prend en considération l'intervention des différents spécialistes, en plus de ça, les produits dopants de très grande qualité, cela ne couvre pas les dépenses. Car outre les dépenses liées aux médecins, aux spécialistes et aux produits dopants, il y a aussi le fait de la grande consommation de nourriture et de tous les efforts mis par l'athlète pour arriver au haut niveau. De ce fait, les prix ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses. Alors la question qui se pose, c'est comment font les athlètes pour payer les produits dopants? Plusieurs moyens sont utilisés par ces athlètes pour couvrir leurs dépenses. À titre d'exemple, il y a l'endettement auprès d'une banque, il y a OnlyFans, il y a le milieu de tout ce qui est stripper et striptease, il y a le milieu aussi qu'on dénomme qui s'appelle Gay for Pay. Il existe plusieurs documentaires qui relatent de l'expérience de certains athlètes dans cet univers-là. Je vous conseille d'aller le regarder, vous allez apprendre beaucoup de choses. Dans ces documentaires, les athlètes relatent que la grande majorité de leur clientèle était masculine, que ce soit les soirées de striptease ou que ce soit dans leur compte OnlyFans. Tel que mentionné précédemment, il y a aussi la méthode de Gay for Pay. Je pense que le nom est assez explicite pour comprendre. Sinon, il y avait aussi l'intervention de mécènes. Ces mécènes étaient de riches hommes homosexuels qui subvenaient aux besoins de ces athlètes en échange de services. Ces nombreux documentaires ont aussi abordé l'univers de la psychologie car l'utilisation des différentes pratiques que nous avons vues précédemment a engendré des troubles psychologiques, voire a mené au suicide certains athlètes. Ces troubles psychologiques ont été causés par l'univers qui entoure l'acquisition des produits dopants. Plus précisément, les moyens utilisés pour y parvenir. Ces moyens requièrent l'utilisation du corps de l'athlète. Ces troubles psychologiques naissent du fait que l'athlète perçoit qu'il est en train de vendre son corps pour de l'argent. Ces troubles psychologiques s'accentuent lorsque l'athlète est hétérosexuel.
Si nous prenons l'exemple de l'un des moyens comme le Gay for Pay, l'athlète devra aller à l'encontre de son orientation sexuelle afin de gagner l'argent qui lui permettra de subvenir à ses besoins, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour l'achat de ses produits dopants. Certains posèrent même l'interrogation suivante: quelle est la différence entre un toxicomane qui est prêt à tout pour sa dose et un athlète qui est prêt à tout pour avoir sa cure de stéroïdes? La dernière partie de notre vidéo concernera l'univers médiatique autour des stéroïdes et du facteur de risque. En fait, lorsqu'on peut voir à travers différentes interviews, lorsque des bodybuilders sont amenés à être questionnés par rapport aux stéroïdes, ils affirment comme quoi les stéroïdes n'avaient qu'un impact minime sur leur performance. Certains athlètes comparent les stéroïdes à un outil qui apporte un petit plus, d'autres les comparent carrément à des compléments alimentaires, et finalement il y a ceux qui nient le fait qu'ils consomment des produits dopants. Des journalistes ont questionné les entraîneurs par rapport à la prise de stéroïdes de leurs élèves. Verdict: selon eux, les stéroïdes ont un faible impact sur les performances de leurs élèves. Et même plus que ça, au bout de quelques mois de prise de stéroïdes, ces élèves en question étaient déçus de leur performance. Cet argument revenait souvent lors des interviews, comme quoi ceux qui prenaient des stéroïdes pendant les premiers mois n'étaient pas satisfaits de leur performance et se disent comme quoi les stéroïdes n'ont pas un si fort impact sur mes performances. Quelle est la vérité derrière tout ça? En fait, ce que ces athlètes et ces entraîneurs omettent de dire lors des interviews est la notion de facteur de risque. Dans une précédente vidéo, nous avons présenté la prise de différentes doses de testostérone sur le corps des athlètes. Certains ont pris plus de masse musculaire que d'autres, certains ont perdu plus de gras que d'autres, dépendamment de la concentration de testostérone prise pendant les mois de l'étude. Ce que l'étude en a conclu, c'est que plus la concentration de prise de testostérone est élevée, plus on prend de la masse musculaire et plus on perd du gras. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que pendant les mois de l'expérience, les athlètes ne se sont pas entraînés. C'est-à-dire qu'en ne faisant absolument rien et en prenant de la testostérone, ils ont pris du muscle et perdu du gras. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons accès à énormément de données et de ce fait, nous savons quel stéroïde a quel effet secondaire. Certaines personnes doivent se poser la question: alors pourquoi les personnes ayant recours aux stéroïdes sont pas satisfaits de leur performance les premiers mois? C'est simple, ils n'ont pas pris en considération le facteur de risque. Les personnes ayant conscience des effets secondaires des stéroïdes font en sorte de prendre des quantités qui n'auront pas un si grand effet sur leur corps. Malheureusement, ils idéalisent des personnes sur les réseaux sociaux. Ces personnes sur les réseaux sociaux ont pris un facteur de risque beaucoup plus important afin d'arborer un tel physique. De ce fait, pour avoir un physique idéal, il faut avoir un facteur de risque plus important. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire prendre des plus grosses quantités pour avoir de meilleures performances, mais à contrario, avoir plus d'effets secondaires. Pour illustrer ces propos, nous allons prendre pour exemple l'étude que je vous ai parlé précédemment. Donc par exemple, la personne ayant pris 125 mg de testostérone énanthate a pris 2,9 kg de muscle et a perdu 0,3 kg de gras. La personne ayant pris 600 mg de testostérone énanthate a pris 8,9 kg de muscle et a perdu 2 kg de gras. En somme, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui désirent avoir les résultats de la personne qui a pris 600 mg, mais seulement en prenant 125 mg. Malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie est le facteur de risque. À quel point es-tu prêt à accepter certains effets secondaires pour arborer un tel physique? En guise de conclusion, l'homme avec un grand H est à la recherche d'un idéal physique. Que ce soit le plus endurant, le plus fort, le plus musclé, le plus sec, avoir des courbes généreuses, que ce soit un monsieur, madame, tout le monde ou un athlète professionnel, la fin justifie les moyens. Et parmi ces moyens, il y a l'utilisation de produits dopants qui apportent son lot d'avantages mais aussi son lot d'inconvénients. Tout dépend du facteur de risque que la personne est prête à accepter. Cependant, il est important de ne pas tomber dans la pathologie qui est la dysmorphie musculaire, c'est-à-dire être constamment insatisfait de son physique. Cette maladie est inscrite dans le livre de la psychiatrie, le DSM-5. Et selon une étude sud-africaine réalisée en 2001,
53,6% des pratiquants de musculation sont atteints de cette pathologie. Donc, sur cette vidéo sur les stéroïdes, c'était Momo Eza. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Sur ce, restez connectés, coupez, décalés et prenez soin de vous!